Et si je vous disais que ce n'est pas l'âge qui vous rend malade, mais ce que vous mangez en pensant que c'est bon pour vous? Un médecin vient de tout découvrir, trop tard. Serez-vous le prochain? Je suis médecin. Et à l'âge de 66 ans, après plus de 40 années de consultations, d'urgences, de diagnostics, de nuits blanches, à l'hôpital, je pensais avoir vu passer tous les visages de la maladie. J'avais accompagné des patients en fin de vie, j'avais vu des enfants guérir contre toute attente, des pères de famille s'effondrer d'un AVC, des femmes cacher leur douleur pour ne pas inquiéter leurs enfants. J'avais cru tout comprendre, jusqu'à ce que ce soit mon propre corps qui me parle. Et croyez-moi, c'est une voix qu'on n'oublie pas. Ce matin-là, dans mon petit cabinet de quartier à Toulouse, je n'étais plus le docteur respecté. J'étais juste un homme, seul, les mains tremblantes devant des chiffres qui me paraissaient irréels. Glycémie trop élevée, triglycérides anormales, enzymes hépatiques hors normes. Et dans ma poitrine, un silence. Pas de panique, pas de colère. Juste cette sensation étrange. Comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Pas moi, pas le docteur Noblet, celui qui conseille ses patients sur l'hygiène de vie, qui prône les repas simples, qui ne fume pas, ne boit pas, se couche tôt, marche tous les jours, pas celui-là. Et pourtant, ce jour-là, un collègue plus jeune m'a regardé dans les yeux. Il m'a posé une main sur l'épaule et il a murmuré une phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, vous êtes à un pas du diabète de type 2. Et ce pas-là, une fois franchi, on ne revient pas en arrière. Je n'ai rien dit. J'ai juste senti une douleur dans la poitrine. Pas une douleur médicale. Une douleur intime. Une honte profonde. La honte d'avoir vécu dans l'illusion de bien faire. Je croyais manger équilibré. Un peu de pain le matin, un morceau de fromage, des légumes à midi, un fruit le soir. Pas de soda, pas de plat préparé, PPC, pas de friandises, tout semblait correct. Mais voilà ce que je n'avais pas compris, même après une carrière entière en médecine. Ce ne sont pas les quantités qui détruisent, ce sont les mauvaises habitudes, les petits gestes quotidiens, les détails auxquels on ne prête plus attention. Pourquoi étais-je si fatigué ces derniers mois? Pourquoi mon ventre s'arrondissait pendant que je perdais du poids ailleurs? Pourquoi mes nuits devenaient hachées, mes réveils lourds, mes articulations raides comme du bois humide? Je me suis longtemps dit « c'est l'âge ». Mais non, ce n'était pas l'âge, c'était l'accumulation d'erreurs invisibles, répétées jour après jour dans le confort du quotidien. Car vieillir n'est pas une condamnation. Vieillir ne devrait pas rimer avec douleur, insomnie, déclin. Ce que j'ai compris, c'est qu'à partir d'un certain âge, chaque repas devient un médicament ou un poison lent. Et moi, médecin, je m'empoisonnais sans le savoir. J'ai alors commencé à tout remettre en question. Mes petits déjeuners, mes sauces fait maison, mes fruits favoris, mes horaires de repas. J'ai décortiqué chaque habitude, chaque ingrédient, comme si je menais une enquête sur ma propre vie. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Le pain que je mangeais n'était plus du pain. Les fruits que je croyais sains étaient des bombes de sucre. Mes sauces contenaient du sirop de glucose-fructose. Même mes tisanes digestives du soir étaient parfois parfumées avec des arômes synthétiques. J'avais passé des années à rassurer mes patients. Non, ce n'est pas grave. C'est juste un peu de stress, un peu de fatigue. Mais j'étais en train de vivre le prix de cette ignorance collective. Et il fallait que je parle, que je partage. Pas comme un médecin, mais comme un homme qui revient de loin. Si vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, avant que la fatigue ne devienne maladie, avant que le sucre ne détruise votre foie, avant que votre cœur ne crie trop fort pour être entendu. J'ai vu trop de patients mourir de choses qu'ils auraient pu éviter. Pas avec des pilules, mais avec de petits choix lucides, dans leur cuisine, dans leur tête, dans leur quotidien. Alors, si vous ressentez en ce moment même que votre corps vous envoie des signes, fatigue, ventre qui gonfle, mains engourdies, sommeil haché, n'attendez pas. Écoutez, cherchez, changez. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez que quelque chose cloche, mais que personne ne vous prend au sérieux, alors je vous invite à faire partie de cette aventure. Je vais vous raconter ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que chaque personne de plus de 60 ans devrait savoir avant de tomber.
Mais pour que je puisse continuer à transmettre tout cela, pour que cette voix, ma voix, votre voix, ne se perde pas dans le bruit de la désinformation, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous, pour votre corps, pour vos années à venir. Nous allons parler alimentation, sucre caché, digestion, sommeil, esprit, mais toujours avec bienveillance, précision et cette sincérité que seul un médecin à la retraite peut enfin s'autoriser. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple mais essentielle. Écoutez bien et répondez dans les commentaires, car votre réponse pourrait bien refléter l'état de votre propre santé. Question: lequel de ces deux scénarios vous semble le plus familier ces derniers mois? A. Vous mangez peu, mais vous êtes toujours fatigué, gonflé, avec un sommeil agité. B. Vous mangez bien, dormez bien, et vous vous sentez en forme la plupart du temps. Répondez simplement par A ou B en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi le scénario A concerne près de 70% des seniors, même ceux qui pensent faire tout correctement. Nous allons mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et surtout, nous allons apprendre à reprendre le contrôle, ensemble. Si j'ai appris une chose en plus de 40 ans de pratique, c'est que les ennemis de notre santé ne sont pas toujours là où on les attend. Beaucoup de patients viennent me voir avec des examens normaux, des analyses pas si catastrophiques, mais une plainte persistante. « Docteur, je suis épuisé et je ne comprends pas pourquoi, et je les comprends mieux aujourd'hui que jamais, car moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai ignoré les signes, en pensant que tout allait bien, que l'âge suffisait à expliquer mes raideurs matinales, mes réveils nocturnes, mon manque d'élan. Mais ce que j'ai fini par découvrir, c'est qu'il existe 3 ennemis silencieux, 3 forces invisibles qui agissent chaque jour dans le corps des personnes âgées, sans bruit, sans douleur franche, mais avec une efficacité redoutable. Le premier, c'est le stress. Pas le stress des jeunes cadres pressés ou des examens universitaires. Non, je parle du stress sourd, le stress chronique que l'on ressent après 60 ans. Le stress d'être seul, le stress de ne plus se sentir utile, le stress de voir ses amis tomber malades les uns après les autres, le stress de devoir dépendre un jour de quelqu'un pour s'habiller ou pour se rendre aux toilettes. Ce stress-là ne crie pas, il ne vous empêche pas forcément de sourire, mais il ronge. Il fatigue vos nerfs, votre cœur et surtout votre équilibre hormonal. Quand nous sommes stressés, notre corps produit une hormone appelée cortisol. C'est une hormone utile en cas d'urgence. Elle nous donne de l'énergie, stimule la vigilance, augmente la glycémie pour préparer une réaction rapide. Mais quand elle est produite en continu, jour après jour, elle devient toxique, elle dérègle l'appétit. Elle vous pousse à manger du sucre, à chercher des plaisirs immédiats. Elle vous empêche de dormir profondément. Elle dérègle l'insuline et peu à peu, vous vous retrouvez à grossir sans changer votre alimentation, à mal dormir malgré l'épuisement, à ressentir de l'irritabilité sans raison apparente. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième ennemi, l'insuline. L'insuline est une hormone précieuse sécrétée par le pancréas pour faire baisser le taux de sucre dans le sang après un repas. Elle est comme une clé qui ouvre les cellules pour y faire entrer le glucose. Mais cette clé, à force d'être utilisée trop souvent, finit par ne plus fonctionner. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et elle s'installe sournoisement. Chaque fois que vous mangez une tartine de pain blanc, une assiette de pâtes, un biscuit sucré, une pomme trop mûre ou même un verre de jus de fruits naturel, votre insuline est mobilisée. Et quand cela se produit 3, 4, 5 fois par jour, elle s'épuise, elle devient moins efficace. Alors, votre pancréas en produit plus. Et cette surcharge permanente finit par déséquilibrer tout le métabolisme. Stockage de graisse, fatigue chronique, inflammation, troubles de la mémoire, dérèglement de la glycémie, même à jeun. J'ai vu cela chez des dizaines de patients qui juraient ne pas manger tant que ça. Et je les croyais. Mais ce n'était pas une question de quantité, c'était une question de fréquence et de qualité nutritionnelle. Un café sucré le matin, un fruit sucré à 10 heures, une assiette de riz blanc à midi, un yaourt aux fruits à 16 heures, une tranche de pain au dîner, rien d'excessif en apparence. Et pourtant, 5 stimulations insulinémiques par jour.
5 coups de fouet invisibles au pancréas, 5 occasions de progresser vers le prédiabète sans le savoir. Mais il existe un troisième acteur, peut-être le plus perfide des trois. Ce n'est pas une hormone, mais une sensation, le plaisir. Ce plaisir immédiat, presque enfantin, qui s'installe quand on goûte quelque chose de sucré, de fondant, de salé. Ce plaisir est déclenché par une molécule bien connue, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. Elle est essentielle. Elle nous pousse à agir, à créer, à aimer. Mais elle peut aussi nous piéger. L'industrie agroalimentaire l'a très bien compris. Elle a appris à combiner sucre, gras, sel et arômes pour créer des aliments qui activent puissamment la dopamine. Et plus on consomme ces aliments, plus notre cerveau s'habitue, et plus il en réclame. Ce n'est pas vous qui êtes faible, ce n'est pas un manque de volonté. C'est votre cerveau qui a été entraîné à désirer sans fin, et alors on ne mange plus pour se nourrir, on mange pour se calmer, on mange pour combler un vide, on mange pour retrouver un instant de douceur dans un monde devenu parfois trop rugueux. Je l'ai vécu moi-même. Pendant des mois, sans m'en rendre compte, j'ai cherché dans les aliments une forme de réconfort. Ce petit carré de chocolat noir après le dîner, ce morceau de pain croustillant avec du fromage, même tard le soir, cette compote sucrée, soi-disant pour bien digérer. C'était devenu un rituel, mais c'était aussi une chaîne invisible qui liait mon bien-être à quelque chose d'extérieur. Et ce n'est jamais bon signe. Alors aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est pas pour vous faire la leçon, c'est pour vous tendre un miroir. Parce que si vous ressentez en ce moment cette fatigue qui ne passe pas, ces douleurs diffuses, ces fringales étranges, ce ventre qui ne veut plus rentrer dans le pantalon, ce n'est peut-être pas la vieillesse. Ce sont peut-être ces trois ennemis invisibles qui vous contrôlent sans que vous le sachiez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il ne s'agit pas de vivre dans la frustration ou dans la peur. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de comprendre, de faire des choix éclairés, des choix autonomes, des choix qui respectent votre corps, votre âge, vos limites. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment reconnaître ces pièges dans votre quotidien. Comment désactiver le cycle dopamine et insuline, comment réduire le cortisol sans médicaments, simplement en changeant la manière dont vous vivez vos repas, votre rythme, votre solitude. Mais avant cela, posez-vous cette question et soyez honnête, surtout avec vous-même. Quand vous ouvrez votre placard, quand vous choisissez votre collation, quand vous ajoutez ce petit morceau de fromage ou ce fruit supplémentaire, est-ce que vous avez vraiment faim ou est-ce que vous cherchez autre chose? Du réconfort, une récompense, une forme d'apaisement? La réponse à cette question, c'est le début de votre guérison. Depuis que j'ai commencé à parler de nutrition aux personnes âgées, je me rends compte que ce qui fait le plus de dégâts, ce ne sont pas les excès visibles, ce ne sont pas les gâteaux à la crème, ni les sodas, ce sont les aliments discrets, les aliments traditionnels, familiaux, naturels en apparence, ceux que nous consommons tous les jours, depuis des années, sans jamais soupçonner qu'ils puissent en silence détruire notre équilibre intérieur. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 types d'aliments que j'ai moi-même longtemps considérés comme anodins. Pire, je les croyais bénéfiques, et pourtant, ils ont été parmi les plus grands responsables de mes troubles métaboliques. Je parle des sauces, du pain blanc et des fruits modernes. Commençons par les sauces. Pendant des années, je préparais mes plats avec une touche de sauce soja sucrée, de ketchup ou de vinaigrette toute prête. Je pensais faire simple. Je pensais que c'était maison, donc inoffensif. Mais un jour, j'ai lu les étiquettes et j'ai compris. Savez-vous que la majorité de ces sauces industrielles, même celles dites bio, même celles vendues en magasin diététique, contiennent dans les 3 premiers ingrédients du sirop de glucose-fructose ou du sucre ajouté sous des formes déguisées. Ce sirop, le fructose, est sournois. Il ne fait pas grimper la glycémie de manière brutale comme le glucose, donc on ne se sent pas mal immédiatement après l'avoir ingéré. Mais c'est justement ce qui le rend dangereux. Le fructose n'est métabolisé que par le foie. Il arrive directement dans cet organe silencieux, discret, essentiel. Et là, quand il y en a trop, le foie n'a qu'une solution:
le transformer en graisse. Et cette graisse, elle ne s'élimine pas facilement. Elle s'accumule. Elle forme ce que l'on appelle la stéatose hépatique, ou plus simplement le foie gras non alcoolique. J'ai vu cela chez des patients qui ne buvaient jamais une goutte d'alcool, qui mangeaient peu, mais qui avaient un foie saturé, engorgé, fatigué, à cause d'une simple habitude, ajouter un peu de sauce sur leurs légumes ou leur riz. Le pire, c'est que cela commence souvent par une intention saine, donner un peu de goût, rendre un plat plus savoureux. Et puis, cela devient un réflexe, une habitude, une dépendance au goût sucré-salé, et à la longue, une addiction invisible. Je me souviens d'un patient, Monsieur Henri, 72 ans. Il vivait seul depuis la perte de son épouse. Il cuisinait peu, mangeait de façon très simple, riz, légumes vapeur, poisson. En apparence, tout était parfait, mais il avait l'habitude, hérité de son passé de restaurateur, de napper ses plats d'un peu de sauce soja sucrée ou de ketchup maison. Pas beaucoup, juste une cuillère. Mais tous les jours, résultat, foie gras stade 2, fatigue chronique, ventre ballonné, sommeil perturbé. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas changé son alimentation. Mais son foie, lui, n'en pouvait plus. Et puis, il y a ce que j'appelle le faux ami par excellence. Le pain blanc, ce pain qui sent bon, qui croustille, qui évoque l'enfance, les petits déjeuners dansant, les repas pris autour de la table. Mais ce pain-là, celui que nous achetons aujourd'hui en boulangerie ou en supermarché, n'a plus rien à voir avec le pain d'autrefois. Il est fabriqué à partir de farine très raffinée, privé de fibres, de minéraux, de vitamines. Il est presque pur amidon. Et cet amidon, une fois dans votre bouche, est rapidement transformé en glucose pur. Une baguette blanche, c'est une montée de sucre aussi rapide, parfois plus brutale encore qu'un verre de soda. C'est une vérité qui choque, mais elle est prouvée. Lorsque je faisais encore des suivis réguliers, j'ai vu des patients qui mangeaient peu, mais qui consommaient du pain blanc à chaque repas, avec du fromage, de la confiture ou simplement pour accompagner leur plat. Et malgré un apport calorique faible, ils développaient des troubles du métabolisme, glycémie instable, gain de graisse abdominale, résistance à l'insuline. Moi-même, je dois l'avouer, j'ai eu du mal à m'en passer. Le pain, c'était un rituel, un réconfort. Mais j'ai compris que le corps âgé ne tolère plus les pics glycémiques comme à 30 ans. À 60 ans, chaque montée brutale de sucre est un coup de massue sur le pancréas, une agression pour les vaisseaux sanguins, un fardeau pour le foie. Le pain blanc n'est pas interdit, mais il ne peut plus être la base de chaque repas. Enfin, je voudrais vous parler des fruits modernes. Je pèse mes mots. Je ne dis pas que les fruits sont mauvais. Je dis que certains fruits, dans certaines conditions, peuvent faire plus de mal que de bien. Surtout chez les personnes âgées, sensibles, déjà fragilisées. Il y a 60 ans, quand on mangeait une pomme ou une poire, elle venait du jardin, mûrie au soleil, avec un goût subtil, une texture riche en fibres. Aujourd'hui, la majorité des fruits que nous consommons sont hybrides, sélectionnés pour leur douceur extrême, cueillis trop tôt ou cultivés pour être juteux et sucrés avant tout. Et ce sucre-là, c'est du fructose concentré, parfois en quantité démesurée. Une mangue moderne peut contenir autant de sucre qu'un donut. Une tranche de pastèque est un véritable pic glycémique à elle seule. Et ne parlons même pas des jus de fruits. Un verre de jus d'orange frais peut contenir autant de sucre que 3 ou 4 fruits entiers, mais sans fibres pour ralentir l'absorption. Je ne compte plus les patients qui remplaçaient le petit déjeuner par un smoothie maison, pensant bien faire. Après quelques semaines, ils se plaignaient de vertiges, fringales, prises de poids inexpliquées. Leur foie était surchargé, leur glycémie instable. Et ils tombaient des nues quand je leur expliquais que leur fruit préféré pouvait en être la cause. Il ne s'agit pas de renoncer aux fruits, il s'agit de revenir au bon sens. Manger les fruits peu sucrés, comme le pamplemousse, les baies, la pomme verte. Éviter les jus. Ne jamais manger un fruit à jeun. Encore moins en remplacement d'un repas complet. Et surtout, écouter son corps au lieu de suivre les modes alimentaires. Ce que je souhaite vous transmettre ici, ce n'est pas une peur de l'alimentation, c'est un regard nouveau, lucide, juste, parce que ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut vous guérir ou vous détruire lentement. Et les poisons les plus dangereux sont parfois les plus familiers. J'ai changé ma manière de voir les sauces, j'ai réduit ma consommation de pain blanc.
J'ai appris à choisir mes fruits, et jour après jour, j'ai vu mon corps retrouver un certain équilibre. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas immédiat, mais c'était réel. Et vous pouvez, vous aussi, reprendre cette route. Il suffit de savoir où regarder et d'oser questionner ce que vous pensiez être bon pour vous depuis toujours. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui, je le sais, touche de nombreux aînés sans qu'ils en aient pleinement conscience. C'est un sujet délicat, car il touche à ce que nous considérons comme des petits plaisirs inoffensifs, des habitudes douces, parfois même réconfortantes, les desserts, les céréales dites santé, et les boissons modernes que nous consommons pour nous faire du bien. Mais derrière ces gestes apparemment anodins se cache un déséquilibre profond qui, chez la personne âgée, peut devenir le déclencheur d'un dérèglement métabolique durable. Pendant mes années d'exercice, j'ai vu défiler des centaines de patients âgés qui venaient me voir avec des plaintes vagues mais persistantes, fatigue après les repas, sensation de lourdeur, ballonnement, insomnie, maux de tête matinaux. Et presque tous avaient un point commun dans leurs habitudes alimentaires, le dessert systématique, la céréale transformée et la boisson sucrée consommée sans méfiance. Il faut comprendre une chose fondamentale. À partir d'un certain âge, notre organisme ne réagit plus de la même manière au sucre et aux graisses. Le foie est plus lent, le pancréas plus fragile, la circulation sanguine moins réactive. Et c'est justement à ce moment de la vie que la moindre surcharge de sucre ou de lipides peut déclencher un effet domino sur l'ensemble du métabolisme. Commençons par le dessert, ce fameux moment sucré après le repas, celui qu'on appelle la touche finale, le petit plaisir du soir, ce qui aide à faire glisser le tout. Et je comprends cette envie, profondément, car moi aussi, je l'ai eue. Pendant longtemps, je terminais mes repas par un yaourt sucré, une compote industrielle, une part de tarte, parfois une crème glacée. C'était devenu automatique. Et c'est précisément cela, le danger, l'automatisme. Car ce sucre consommé juste après un repas, alors que l'insuline est déjà élevée pour réguler les glucides du plat principal, vient aggraver le pic glycémique. Il ne fait qu'augmenter la charge de travail du pancréas, provoquer une hypersécrétion d'insuline et accélérer le stockage du sucre sous forme de graisse. Cette graisse ne part pas dans les muscles ou dans le cœur pour fournir de l'énergie. Non, elle s'accumule dans le foie, dans le ventre, dans les artères. Un dessert sucré après un repas riche en glucides, c'est un peu comme donner un coup de marteau à une porte déjà entr'ouverte. Vous ne voyez rien sur le moment, mais le lendemain, vous vous sentez lourd, vous avez du mal à digérer, votre sommeil est taché. Et avec le temps, ces petits déséquilibres s'installent. Puis il y a les céréales industrielles, qu'on présente partout comme la solution idéale pour le petit déjeuner des seniors. Sur les paquets, on lit « riche en fibres »,« bon pour le cœur »,« allié minceur ». Mais quand on retourne la boîte, que découvre-t-on? Du sucre en tête de liste, du sirop de glucose, des flocons soufflés, dévitalisés, des huiles végétales hydrogénées et parfois même des arômes artificiels pour donner l'illusion d'un goût naturel. Je me souviens très bien de Madame Lise, 68 ans, dynamique, souriante, qui venait me voir pour une fatigue persistante en fin de matinée. Elle mangeait, selon elle, très sainement. Un bol de céréales complètes avec du lait d'avoine chaque matin. Mais dans ce bol, il y avait l'équivalent de 4 à 5 cuillères à café de sucre, absorbé dès le réveil, et sans fibre réelle pour ralentir l'absorption. Résultat, un pic d'énergie suivi d'une chute brutale, une hypoglycémie réactionnelle, une fringale à 11 heures, un grignotage, et ainsi de suite. J'ai fini par lui conseiller de remplacer ses céréales par un porridge d'avoine non sucré, cuit lentement, avec quelques graines et une demi-banane. En 3 semaines, sa fatigue matinale avait disparu. Son appétit s'était régulé. Et elle avait perdu 1 kilo sans effort. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie simple. Et puis, parlons de ces boissons fraîches que beaucoup consomment aujourd'hui, sans se douter du mal qu'elles causent. Je parle des thés glacés, des eaux parfumées, des jus de fruits 100% naturels, des smoothies tout prêts, parfois même des boissons végétales dites enrichies. Tous ces produits, même ceux étiquetés sans sucres ajoutés, contiennent en réalité des formes de sucre rapide, souvent sous forme de fructose ou de concentré de jus.
qui passe directement dans le foie. Je me rappelle de Monsieur Claude, 70 ans, qui venait chaque matin à la consultation avec sa bouteille de jus de grenade à la main. Il croyait faire un geste santé. Et pourtant, ce jus contenait presque 30 grammes de sucre par portion, soit l'équivalent de 7 morceaux de sucre. En 3 mois, son foie s'était alourdi, sa ceinture avait pris 2 crans et ses nuits étaient devenues agitées. Quand je lui ai expliqué que ce n'était pas le jus, mais la dose invisible de sucre qui le fatiguait, il est resté silencieux. Puis il m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais cru que ce qui me faisait du bien me faisait autant de mal. » C'est exactement ça. Ce que l'on croit inoffensif est parfois ce qui nous ruine le plus lentement. La solution n'est pas de tout supprimer, elle est de remplacer avec intelligence. Un dessert n'a pas besoin d'être sucré. Une compote faite maison, sans sucre ajouté, avec des pommes et de la cannelle, est déjà un délice. Une boisson fraîche peut être une infusion froide de menthe ou une eau citronnée avec un peu de gingembre. Le plaisir ne disparaît pas, il change de visage. Il devient plus doux, plus respectueux du corps. Et surtout, il faut réapprendre à manger avec conscience. Se demander, ai-je vraiment besoin de ce dessert ce soir? Ou est-ce une habitude? Est-ce une récompense? Une fuite? Ce sont ces questions-là qui changent une vie. Car quand on mange en pleine conscience, on mange moins, on digère mieux et on dort mieux. Je vous le dis en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme vieillissant. Ce ne sont pas les plaisirs qu'il faut bannir, mais les pièges qu'il faut identifier. Et aujourd'hui, le sucre est partout, déguisé, insidieux, flatteur. Il est temps de le regarder en face. Vous méritez de vivre vos années à venir avec un foie léger, un ventre calme, un esprit clair. Ce n'est pas une utopie, c'est une décision. Et tout commence par un simple choix, celui de ne pas céder systématiquement à ces douceurs qui ne font du bien qu'à court terme, mais abîment lentement ce que vous avez mis toute une vie à préserver. Et plus les années passent, plus je réalise que la santé ne se mesure pas uniquement dans les chiffres inscrits sur une prise de sang. Elle se cache aussi dans ce que les patients ne disent pas, dans leur silence, dans la façon dont ils baissent les yeux quand je leur demande « Et le moral, comment va-t-il ?» Je sais que cette question peut paraître secondaire. On vient consulter, pour un foie fatigué, un cholestérol élevé, un diabète qui s'installe. Mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux que le sucre ou la graisse, la solitude. Je pourrais vous parler ici d'alimentation encore, de calories, d'indice glycémique, de bons et de mauvais gras. Mais à quoi bon si au fond, vous mangez seul, sans goût, sans plaisir, sans envie de vous lever le matin? C'est ce que j'observe de plus en plus souvent chez les personnes âgées que je rencontre. Ce n'est pas seulement leur corps qui s'essouffle, c'est leur lien au monde. Leur sentiment d'exister, de compter pour quelqu'un. Pendant longtemps, j'ai soigné des maux physiques avec des médicaments. Je prescrivais ce qu'il fallait, je recommandais un régime, de l'exercice. Mais il m'a fallu du temps, et peut-être aussi le fait d'avoir moi-même vieilli, pour comprendre que le cœur de nombreuses maladies chez les personnes âgées, c'est le vide. Le vide dans la maison quand les enfants ont quitté le nid. Le vide dans les après-midi sans appel, sans visite, sans projet. Le vide autour de la table quand il ne reste plus qu'une assiette à poser. Le vide dans le regard quand on ne sait plus pour qui se battre. Pourquoi rester en forme? J'ai vu des femmes fortes, des hommes fiers, s'effondrer en larmes dans mon cabinet, non pas parce qu'ils avaient net mal, quelque part, mais parce qu'ils se sentaient invisibles, parce que personne ne leur demandait plus leur avis, parce qu'on décidait à leur place, parce que leur corps leur échappait et que leur dignité semblait s'effriter avec. Et c'est là que j'ai compris qu'un repas ne peut être thérapeutique que s'il est porté par un sens. Ce n'est pas seulement ce qu'on met dans l'assiette qui soigne, c'est aussi pourquoi on le mange, avec qui, dans quelle ambiance, avec quelle émotion. Une soupe prise en silence, le dos tourné à la fenêtre, n'a pas la même valeur qu'une simple tranche de pain partagée avec un regard bienveillant. Je dis souvent à mes patients, ce que vous mangez est important, mais ce qui vous nourrit vraiment, c'est ce que vous ressentez. Vous pouvez manger bio, équilibré, suivre tous les conseils du monde. Si vous vous sentez seul, inutile ou délaissé, votre corps ne suivra pas. Le stress chronique, l'anxiété diffuse, la tristesse étouffée sont des poisons lents. Ils augmentent. Le cortisol perturbe l'immunité, fragilise le sommeil. Il vous vole l'appétit ou
à l'inverse, vous poussent à manger sans faim. Ils vous rendent plus vulnérables aux douleurs, aux inflammations, aux oublis. C'est pourquoi je crois qu'à partir d'un certain âge, prendre soin de soi ne passe pas seulement par le corps, mais aussi par l'âme. Il faut recréer du lien, même petit, même discret. Il faut se lever le matin pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un moment. Ce n'est pas toujours possible d'avoir la maison pleine d'enfants et de petits-enfants, mais on peut encore cultiver la vie en soi. Un jardin, une orchidée sur le rebord de la fenêtre, un carnet de souvenirs, une lettre à écrire, une marche jusqu'à la boulangerie pour le plaisir de dire bonjour, un appel passé à une vieille amie, un livre à relire, même pour la 10e fois, un sourire échangé au marché. Ce sont ces petites choses, ces gestes simples, qui gardent les artères souples, le cerveau vif, le cœur vivant. Moi-même, depuis Depuis que j'ai quitté la médecine active, j'ai dû apprendre à exister autrement. Je n'ai plus de blouse blanche, plus de stéthoscope autour du cou, mais j'ai une voix, des mots et un devoir de transmission. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce que je crois profondément que la vieillesse n'est pas une descente. C'est une autre forme de sommet. Nous avons tous en nous une sagesse que personne ne peut nous enlever. Même si notre corps est plus lent, même si notre mémoire nous joue parfois des tours, nous sommes les témoins d'un temps que les jeunes ne connaissent pas. Nous sommes les racines d'une famille, d'un quartier, d'un pays. Et tant que nous respirons, nous avons quelque chose à offrir. Alors, si vous êtes là, à m'écouter, et que vous sentez parfois que votre santé vacille, je vous en prie, ne vous contentez pas de changer votre alimentation. Changez aussi votre regard sur vous-même. Offrez-vous de la douceur, de la patience, de la bienveillance. Le monde court, va vite, ne regarde pas toujours. Mais vous avez le droit et même le devoir de ralentir, de savourer, d'aimer encore. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes un poids. Vous êtes une mémoire vivante, une présence précieuse, une force tranquille. Et si un jour vous doutez, relisez ces mots, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez encore un peu de souffle, un peu d'énergie, alors servez-vous-en non pas pour lutter, mais pour vivre, vivre à votre rythme, vivre avec dignité, vivre avec conscience. Parce qu'au fond, la plus grande médecine du monde, c'est de se sentir exister. Ce que je viens de vous raconter n'est pas simplement un enchaînement d'observations médicales, ni un inventaire d'habitudes alimentaires à corriger. C'est un appel à la conscience, à la lucidité et surtout à l'amour de soi. En tant que médecin ayant traversé des décennies de pratique, j'ai vu que les maladies ne commencent pas toujours dans le sang ou dans les organes. Bien souvent, elles s'installent d'abord dans l'indifférence que l'on se porte à soi-même, dans cette façon de vivre comme d'habitude, de manger sans réfléchir, de faire chaque geste par automatisme, comme si notre propre vie ne valait plus la peine d'être réinventée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le fil de sa santé, pas pour revenir en arrière, pas pour effacer les erreurs du passé, mais pour reconstruire, pour ajuster, pour réapprendre à écouter son corps, à l'aimer, à le soutenir dans son vieillissement naturel, au lieu de l'épuiser encore plus par des choix inconscients. Car oui, il y a un lien direct entre nos émotions, nos habitudes et notre longévité. Ce n'est pas une formule poétique, c'est une réalité biologique. J'ai vu des hommes s'éteindre lentement en continuant à boire leur jus sucré chaque matin parce que c'est une habitude, sans plus rien ressentir. Et j'ai vu des femmes de 80 ans rayonner de vitalité simplement parce qu'elles avaient redonné du sens à leur quotidien, parfois en changeant un seul repas, parfois en accueillant une plante, un animal, un rituel du matin. Alors si vous vous demandez ce que vous devez retenir de tout ce que j'ai dit, je vous dirai ceci. Chaque bouchée compte, non pas seulement pour les nutriments qu'elle apporte, mais pour le message qu'elle envoie à votre corps. Une soupe maison partagée dans le calme, un fruit choisi avec conscience, un petit déjeuner équilibré pris en regardant la lumière du matin. Tout cela nourrit bien plus que l'estomac. Le grand piège de la vieillesse, c'est de croire qu'il est trop tard pour changer, qu'il faut laisser faire le temps. Mais non, le corps humain, même à 70 ou 80 ans, a une formidable capacité de récupération, dès lors qu'on le respecte, qu'on l'écoute, qu'on l'aime. Et c'est là la leçon la plus profonde.
Se soigner commence par se considérer comme digne d'être soigné. Bilan et application pratiques pour votre vie aujourd'hui. Observez vos habitudes sans culpabilité. Ne jugez pas, ne rejetez rien, mais posez-vous des questions simples. Pourquoi est-ce que je mange ça chaque jour? Est-ce que cela me fait du bien vraiment? Commencez petit. Changez une chose, une sauce en moins, un fruit à jeun remplacé, une boisson sucrée évitée. Réintroduisez du lien. Avec vous-même d'abord, puis avec les autres. Offrez-vous des gestes d'attention. Et souvenez-vous que chaque effort est déjà une victoire. Et vous, dites-moi honnêtement, A, vous pensez qu'il est encore temps de reprendre en main votre alimentation et votre bien-être? B, vous croyez que le corps à un certain âge ne peut plus changer, même avec des efforts? Notez simplement A ou B dans les commentaires ci-dessous pour partager votre point de vue avec les autres. C'est un premier pas vers une réflexion commune et bienveillante. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, si mes années d'expérience peuvent servir à d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez le cœur généreux, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir ce travail. Car moi aussi, je suis un vieux médecin à la retraite, mais tant que je peux parler, j'ai envie de transmettre. Et votre soutien, même modeste, me donne la force de continuer. Merci du fond du cœur. À très bientôt pour de nouvelles vérités qui peut-être changeront votre vie.